Bonjour à tous, mon nom est Alain Stoclet, je suis professeur à l'UQAM en technologie éducative. Je vais aborder avec vous, je dirais, plusieurs regards critiques à la lumière de travaux de recherche, mais aussi avec des collègues qui sont énumérés ici ci-dessous, que vous voyez, que je présente rapidement. Donc, tout ça a été rendu possible grâce à la collaboration avec Stéphane Villeneuve, Diane Leduc et Frédéric Fournier, qui sont professeurs à l'UQAM également avec moi. Il y a aussi une petite équipe d'étudiants au doctorat, post-doctorat, puis aussi à la maîtrise. Il s'agit de Jérémy Bisaillon, Alexandre Bédard, Édith Potvin-Rosselet, Séverine Locret et Isabelle Lepage. Donc, aujourd'hui, je vous présente effectivement quelques regards, si on peut dire, sur les usages pédagogiques du numérique dans cette perspective de pérenniser les pratiques pédagogiques innovantes. Et à ce moment-là, il y a quelques thématiques que je vais aborder avec vous. J'avoue que c'est je dirais, c'est un programme ambitieux là, pour une vingtaine de minutes, là, avec un petit 10 minutes d'échange. Je vais passer rapidement sur des éléments en lien avec le contexte et la problématique. Je vais également présenter quelques résultats préliminaires sur cette idée-là d'assurer une pérennité dans les innovations pédagogiques. Donc, on s'est intéressé à l'usage pédagogique du numérique. Également par rapport au point de vue des étudiants, notamment en ce qui a trait aux compétences essentielles, aussi à l'expérience éducative en ligne, notamment dans un cours hybride universitaire, et aussi à la compétence numérique et à la collaboration. Donc, cette fois-ci, c'est chez les futurs enseignants. Quelques éléments contextuels maintenant rapidement. Je pense qu'on a abondamment parlé durant le colloque du plan d'action numérique en éducation du ministère de l'Éducation. Je pense qu'on n'a pas besoin de présentation. Également aussi, c'est le cas du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, deux incontournables là, présentement, si on peut dire, dans le paysage du numérique en éducation au Québec, entre autres. Il y a également l'aspect compétence du 21e siècle, hein, parce qu'on voit bien aussi que la compétence numérique est fortement inspirée des compétences du 21e siècle qui sont en quelque sorte assez génériques dans la plupart des référentiels qu'on retrouve partout dans le monde, notamment en termes de résolution de problèmes, collaboration, communication, pensée critique, création, innovation, mais aussi numérique. Parfois, le numérique occupe vraiment une place transversale là, dans les référentiels. Et je vais aussi aborder les pratiques pédagogiques innovantes en termes de pérennité des innovations. Rapidement, un tour d'horizon sur ce qu'est l'innovation, juste quelques mots dans le but de circonscrire ce qu'est une innovation. Donc, d'entrée de jeu, vous voyez que ce n'est pas simple à définir. Déjà, Françoise Cros, en 97, présentait plus de 300 définitions de l'innovation en éducation. J'aime bien retourner à la source, notamment des travaux de Rogers, qui a consacré sa vie aux innovations, mais surtout à l'adoption et à la diffusion des innovations. Donc, pour Rogers et Schumacher, c'est en quelque sorte une idée, une pratique, un objet qui est perçu comme nouveau par un individu ou un groupe d'individus. Donc, ce qui est une innovation dans un contexte peut ne pas l'être dans une autre. Et aussi, je ne formalise pas trop sur cette idée-là. Est-ce que le numérique est absolument nécessaire dans un contexte d'innovation pédagogique? Je dirais que bien sûr que non, mais elle est souvent considérée comme omniprésente, cette composante-là numérique, si on peut dire. De façon plus précise, en éducation, c'est un processus délibéré de transformation de pratique par l'introduction d'une nouveauté qui prend plusieurs possibilités, mais moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'ordre pédagogique, dans le but évidemment de favoriser son adoption, mais aussi, on vise quand même une amélioration durable, là, entre autres de la réussite éducative des élèves ou des étudiants. Mais les innovations en tant que telles, et aussi quand on parle dans la perspective du numérique, on se rend compte bien qu'il y a des obstacles, hein. Et je me suis bien amusé à relever les obstacles depuis des décennies. Et autant dans des revues de littérature des années 80, 90, en 2000 et en 2010, et aussi en lien avec des recherches que j'ai effectuées, ce qui ressort toujours là, à chaque fois, c'est qu'on se retrouve avec un manque de temps, un manque de formation et de soutien, et aussi en termes d'accessibilité.
Donc, je suis assez prêt à parier que dans les années 2020, si on s'intéresse encore aux obstacles rencontrés par les enseignants quant à l'utilisation du numérique sans contexte pédagogique, on aura sûrement les mêmes obstacles. Donc, évidemment qu'il y a des travaux encore à réaliser sur le sujet, puis aussi on parle souvent de l'intégration du numérique, mais je pense que c'est peut-être pas une façon de voir cette utilisation-là de façon optimale. Et je m'explique que je suis ici inspiré par un graphique qui circule pas mal en EDI, donc équité, diversité et inclusion. Et je trouve l'analogie intéressante que je fais par rapport au numérique sur cette idée-là, c'est-à-dire l'idée d'exclusion, c'est-à-dire que le numérique n'est pas utilisé en contexte éducatif. Donc, il y en a, on voit bien qu'il y a des gens qui résistent. On peut constater aussi en termes de division, c'est-à-dire que les gens se campent d'un côté ou l'autre. Donc, cette idée-là de prendre position, je ne suis pas très favorable à cette espèce de militantisme-là sur si c'est favorable ou défavorable. Et il y a cette idée d'intégration du numérique qui a été abondamment utilisée en éducation, mais je pense que ça peut poser un certain problème parce que quand on parle d'intégration, c'est davantage l'idée que ça va s'insérer dans un processus déjà existant. Et c'est là, à mon avis, que ça pose un certain problème. Et je pense qu'on devrait davantage le considérer en amont, c'est-à-dire de l'inclure dans nos ressources que l'on a à notre disposition quand vient temps de faire le design pédagogique d'un dispositif ou d'un scénario. Donc, le but, finalement, d'arriver à cette inclusion-là, c'est pas de voir nécessairement une différence, et c'est là qu'on pourrait parler par la suite de mobilisation. Et ça permet, entre autres, cette mobilisation-là, de considérer le recours en tant que ressource au même titre que les autres. Donc, je pense que cette réflexion-là sur les usages pédagogiques nous permet, entre autres, de contourner les différents obstacles qu'on retrouve décennie après décennie. Reste que dans les écrits scientifiques, est-ce qu'il y a une évolution, un recul, un statu quo quant à la progression de la compétence numérique? On a fait avec mon collègue Stéphane Villeneuve deux recherches, une en 2014 avec un bon nombre de répondants là, de mémoire autour de 1800 et aussi en 2017 avec un peu plus de 2000 répondants. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même une évolution mitigée quant à la maîtrise des différentes composantes de la compétence numérique. Ici, je fais référence à la composante 8, puisqu'en 2017, c'est celle qui est prescrite, même jusqu'à encore récemment. Donc, on voit qu'il y a une petite évolution, mais ça reste quand même assez discret. Par la suite aussi, on se questionne sur le changement de pratique pédagogique avec le numérique et les écrits scientifiques montrent encore une fois que l'utilisation du numérique n'a pas mené les enseignants à changer leur pratique pédagogique pour les exploiter efficacement et ça aussi avec de nombreux articles décennie après décennie. Donc, on remarque encore cet aspect-là. On a même relevé à quelques reprises durant le colloque dans la mise à distance de cours. Donc, on a pris ce qu'on faisait en présentiel et on l'a carrément mis à distance. Donc, je pense qu'on pourrait considérer encore en 2020 que le numérique n'a pas mené les enseignants, non pas les usages pédagogiques du numérique n'ont pas mené à des changements de pratique. Un autre élément maintenant, c'est l'utilisation pédagogique du numérique. Ça reste un défi. Ça a été aussi noté à plusieurs reprises, notamment par M. Carsanti dans différentes recherches. C'est aussi noté sur le plan des écrits scientifiques, sur le plan international. Donc, là-dessus, je pense que on est assez d'accord que c'est un grand défi pour bien des enseignants. C'est certain que quand on se retrouve dans un colloque numérique, on se retrouve dans un colloque comme la COPS, bien, évidemment, on est entre ceux qui ont un véritable intérêt, mais quand on regarde de façon un peu plus large, à ce moment-là, on retrouve cette idée-là que je pense que ça reste un défi. J'aime bien cette caricature-là. Ben, on voit bien qu'il y a un défi technologique qui persiste, mais je pense que c'est davantage aussi un défi pédagogique qui s'insère dans tout ça.
Du côté maintenant des propos de Marcel Lebrun de l'Université catholique de Louvain, j'aime bien son idée de fossilisation de pratiques pédagogiques. On voit que c'est bien ancré. Chez les enseignants, on a appris aussi d'une façon qui a fonctionné. On transmet aussi cette expérience-là dans notre propre enseignement. Et à ce moment-là, ben, ça nous amène peut-être à fossiliser certaines pratiques pédagogiques. Ici, c'est une photo que j'ai prise à l'Université de Leuven où on voit bien maintenant qu'il y a, il y a de grands efforts pour changer certaines façons. Et ici, c'est assez banal, mais on montre quand même que tous ces interdits-là qu'on a autour d'une classe, ben, on peut évidemment les mettre de côté. Aussi, on parle d'approche active quand on parle de cette idée-là de mettre des conditions favorables à l'innovation, de pratiques pédagogiques, mais je pense aussi qu'il faut considérer les espaces qui, cette fois-ci, en contexte de pandémie, nous permet vraiment d'ouvrir les murs de la classe sur le monde. Mais il y a quand même aussi cette idée-là d'apprentissage actif. Et quand on tape dans Google salle d'apprentissage actif, on trouve vraiment de grandes possibilités. Et à ce moment-là, je pense que c'est un bon moyen aussi pour défossiliser ces pratiques pédagogiques-là. Par rapport aux approches actives, maintenant, je pense que c'est quand même assez clair là, dans les écrits. On retrouve déjà dans les années 90 hein, les travaux de Bonwell qui parlent des approches actives de façon assez intéressante aussi, mais aussi des recherches qui circulent depuis maintenant un bon nombre d'années, hein, depuis quand même environ 6 ans, que, que les approches pédagogiques où les étudiants sont actifs et lorsqu'ils collaborent entre eux, favorisent la rétention des connaissances, mais également aussi des apprentissages durables qui sont évidemment transférables. Et maintenant, cette idée-là de fossilisation, d'approche active, mais ça questionne également, à mon avis, la perspective de l'innovation qui, cette fois-ci, peut devenir utile puisqu'elle nous propose une grille d'analyse intéressante, entre autres pour certains éléments. Ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a quand même certains éléments qui nous questionnent de façon assez intéressante, c'est-à-dire cette idée-là de favoriser l'adoption, donc sa diffusion en tant que telle. On veut évidemment assurer cette pérennité-là. Et aussi en tant que processus, donc on questionne cette façon de faire-là pour pouvoir, entre autres, s'assurer que l'innovation est bien mise en place, autant en termes de façon de faire, donc de pratique, mais aussi en termes d'outils. Ce qu'on veut évidemment, c'est de favoriser le transfert. Ça permet également d'analyser des éléments contextuels, donc de mieux s'adapter au contexte, dans le but évidemment d'en faire des choix les plus cohérents possibles et les plus pertinents possibles, donc en travaillant évidemment avec le milieu. Et potentiellement aussi en questionnant le changement de posture. Je fais ici allusion aussi aux travaux de Roger sur les différentes caractéristiques d'une innovation, où on s'interroge entre autres sur la compatibilité, on s'interroge aussi sur l'avantage relatif. Donc ici, on s'adresse à l'adoptant en tant que tel de façon assez explicite. Maintenant, quelques éléments en lien avec des résultats préliminaires de recherche que j'effectue avec mes collègues que j'ai présentés tout à l'heure. Tout d'abord, on s'intéresse à l'usage pédagogique du numérique, mais cette idée-là est surtout dans la perspective où comment l'usage pédagogique du numérique est conceptualisé. On regarde différentes recherches et on a un peu de mal à voir quelle est la grille d'analyse qui a permis justement de voir ces usages pédagogiques-là. Et à ce moment-là, ben, on s'est dit, regardons des articles qui sont assez récents. Donc, on est présentement en cours de recension d'écrits scientifiques sur les usages pédagogiques du numérique. On a repéré et commencé à analyser rapidement là, pour, entre autres, le colloque aujourd'hui, c'est-à-dire des articles de moins de 5 ans. Pour environ 53 articles, essentiellement, les modèles théoriques utilisés, c'est le TPACK.
quelquefois le TAM ou le WST, qui est en fait le Will Skill Tool Model, et ça tourne autour de ces éléments-là pour les usages pédagogiques du numérique. Mais il y a également aussi des cadres d'analyse qui sont faits à partir de référentiels de compétences, comme celui de l'UNESCO, évidemment, celui qu'on retrouve au Québec, mais aussi en grande partie le European Framework, qu'on retrouve quand même de façon assez importante dans les différentes recherches. Et aussi, il y en a plusieurs recherches qui n'ont aucun cadre d'analyse. On va s'intéresser aussi à des fréquences, à des statistiques descriptives, qui brossent un tableau intéressant, mais qui ne nous permet pas, entre autres, de bien conceptualiser cet usage du numérique. On est à 5 minutes de la fin. Oui. Donc, une autre recherche avec des résultats préliminaires. Ici, j'ai entre autres le point de vue des étudiants en ce qui a trait aux compétences essentielles. Cette fois-ci, c'est plutôt une expérience pédagogique qui est en train de se formaliser en projet de recherche. Donc, c'est dans le cadre du programme cours de 3e cycle en pédagogie universitaire. Qu'on a ici à l'UQAM, donc au Centre d'environnement numérique d'apprentissage. Et donc, on s'est intéressé à cette idée-là sur quelles sont les compétences essentielles à développer pour concevoir des formations en ligne. On a co-construit des libellés de compétences dans un wiki. Éventuellement, on va aller un petit peu plus loin, notamment dans l'analyse de journaux de bord. Donc, il y a un aspect réflectif dans le cadre de ce programme qui est bien présent et aussi on questionne le changement de posture. Et les premiers résultats nous montrent, entre autres, que de façon récurrente, la planification, qui n'est pas toujours verbalisée sous l'angle du design pédagogique, mais la planification dans un contexte de formation en ligne prend vraiment une importance capitale pour les compétences essentielles. Et aussi, on a noté des éléments en lien avec l'encadrement comme étant une compétence très importante, là, parfois verbalisée sous forme de soutien aux étudiants, l'accompagnement, on questionne l'autonomie. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est la compétence, le travail d'équipe et des aspects relatifs à la créativité. Maintenant, une autre recherche que je vous présente rapidement, c'est sur l'expérience éducative en ligne où on s'intéresse sur le point de vue des étudiants dans le cadre d'un cours de premier cycle, un cours hybride universitaire. Et c'est dans un contexte de cours obligatoire. C'est aussi tous les étudiants qui sont obligés de suivre ce cours-là, qui se retrouvent entre autres dans une école d'ingénieurs et aussi en sciences de la gestion, où on a eu 405 participants. On a procédé tout d'abord à une traduction de l'instrument de Garrison qui a été validé là, par Arbor et ses collègues, qui comporte 34 items sur une échelle de Likert à 5 niveaux. Le cadre, je vais passer rapidement, qui est celui de Garrison, entre autres sur la présence cognitive, éducative et sociale. Et lorsque ces différentes présences-là sont optimales, bien là, on pense bien que l'expérience éducative des étudiants, l'intersection entre ces trois présences, va être favorable. Vous avez probablement vu passer ce graphique-là à plusieurs reprises sur les travaux de Garrison. Et les résultats que nous avons obtenus qui sont préliminaires à ce niveau-là, on voit une présence éducative assez bien présente. Par contre, la présence sociale, elle n'était quand même assez présente, mais on avait donné une bonne autonomie par rapport aux étudiants et étudiantes de ce cours. Et certains n'avaient peut-être pas trouvé une certaine place là-dedans, probablement que nous investiguerons davantage là, par rapport à cet aspect-là, parce qu'on a aussi des groupes de discussion et aussi des entretiens semi-dirigés. Et en termes de présence aussi cognitive, où on est près d'une moyenne, si on peut dire, qui nous apparaît avec une bonne présence cognitive, mais peut-être pas tout à fait optimale.
Nous avons procédé aussi à la validation en contexte francophone de ce questionnaire-là, où on a obtenu quand même des alphas de Chromback assez intéressants. Par contre, quand on regarde la normalité des items, on a vraiment une asymétrie, ce qui fait qu'on est allé voir avec des analyses factorielles confirmatoires. Ici, on a des indices qui fonctionnent assez bien, sauf pour le CFI, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de relativement optimal, là, probablement en termes de validité divergente. Là. Donc, on va y investiguer davantage. Et maintenant, très rapidement, une dernière recherche sur la compétence numérique des futurs enseignants, où on a, entre autres, 260 répondants avec un instrument de collecte de données qu'on a développé au cours des années. Ce qu'on remarque, entre autres, en termes de compétences numériques, le niveau pour la maîtrise des outils est généralement sous le niveau bon. À mon avis, c'est relativement inquiétant, mais ça montre que les habiletés technologiques, il y a quand même une maîtrise qui ne dépasse pas le niveau bon. Par la suite, par rapport aux composantes de la compétence numérique, on se retrouve avec des niveaux quand même assez moyens. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des enseignants qui sont en formation, donc ils ont vécu pour certains des stages et on se demandait dans quelle mesure ils se sentaient capables justement d'opérationnaliser la compétence numérique. Et je pense que ça questionne aussi la façon dont on forme les enseignants. Donc, à suivre. Et maintenant, on a voulu voir aussi en termes d'intérêt aussi sur certains éléments. Donc, on voit bien que des éléments en termes de télécollaboration et aussi de classes virtuelles, notamment avec un environnement numérique d'apprentissage est quand même assez bien présent en termes d'intérêt. Mais les éléments plus récents comme programmation, codage, robotique, à ce moment-là, on se retrouve avec un intérêt qui semble peut-être pas tout à fait présent, probablement dû à une méconnaissance aussi. Et je termine là-dessus. On a fait des corrélations sur différents éléments en termes d'outils de collaboration. Est-ce que ça permet de résoudre des problèmes, d'utiliser le numérique pour se constituer des réseaux d'échange ou d'évaluer facilement les avantages et les limites. Et là, on a des associations quand même de taille moyenne et associations moyennes, sauf pour un élément où ici ce n'est pas significatif, c'est-à-dire certains outils web, est-ce qu'on est capable de voir les avantages et limites, et ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc, je conclue rapidement là-dessus. Finalement, il reste quand même, comme je le disais tout à l'heure, des éléments à compléter puisque ce sont des recherches préliminaires. Notamment en termes de travaux sur la compétence numérique pour mieux comprendre les usages pédagogiques. Nous travaillons également en collaboration avec Diane Leduc, qui fait partie aussi du projet, qui a mis en place la boussole sur les pratiques innovantes en évaluation. Donc, on travaille actuellement sur, nous aussi, cette idée-là d'arriver à mettre en place un portrait qui sera par la suite lié à ce qu'on appelle des vignettes, c'est-à-dire des différentes ressources en lien avec les différents niveaux atteints. Donc, ce sont des travaux qui existent déjà. Si vous allez sur lopieva.ca, vous pouvez tout de suite compléter la boussole sur les pratiques innovantes en évaluation des apprentissages. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je reste disponible pour quelques questions. Bravo, M. Stocklist. On est rentré on a empiété un petit peu sur la période de questions. Je vais au moins vous en poser une. Et si jamais je n'ai pas le temps de vous poser la deuxième, les gens pourront se rendre dans le couloir du colloque pour aller continuer à discuter avec vous et vous poser leurs questions qu'on n'aura pas eu le temps de vous poser. Donc, la première question ici, bonjour. À la lumière de tous les changements au numérique, que dit la recherche sur l'enseignement à distance sur le plan musical/artistique ces dernières années au niveau postsecondaire? Sinon, qui pourrait répondre à la question? Et ça, c'est une question. Je pense que cette discipline-là comporte, je dirais, des similitudes avec de nombreuses disciplines. Puis on pourrait à ce moment-là, si on veut avoir
une vision un peu macro, si on peut dire, et non pas contextualisée, parce que je pense qu'on peut contextualiser quand même les aspects d'apprentissage à distance, qui restent les mêmes pour tous, hein, peu importe finalement la discipline. Mais les travaux en lien avec la formation à distance là-dessus, j'avais effectué une certaine analyse, entre autres, de méta-analyse. Bon, je comprends qu'on parfois on a des opinions divergentes par rapport à tout ça, mais ce qui ressortait dans l'ensemble, c'est quand même une efficacité qui était bien présente, qui avait été aussi questionnée par rapport à une méga-analyse qui a été faite plus récemment, entre autres par Simard à la TELUC, et aussi, ben, en tout cas, l'article, mais qui est en lien avec sa thèse, je pense, à l'Université Laval, qui questionne également justement le développement de compétences numériques. Donc, par rapport à tout ça, euh, probablement qu'on trouverait des recherches en lien avec ce contexte-là, musical et aussi sur les arts, mais je pense qu'on a ce qu'on appelle quand même une bonne évidence base sur cette idée-là de dire que la formation fonctionne quand même de façon assez macro là, sur cette idée-là d'apprendre à distance. Parfait, il nous reste 4 minutes. Je vais vous poser une deuxième question. Vous avez parlé des modèles théoriques et cadres d'analyse pour appréhender les usages pédagogiques du numérique. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces modèles ou cadres? Quelles variables sont-ils pris en compte, par exemple? Certains modèles prennent-ils en compte la variable didactique, c'est-à-dire la discipline scolaire et la nature des contenus d'enseignement-apprentissage? Oui, ça, on pourrait en parler effectivement beaucoup. Euh, je suis allé très rapidement sur les différents cadres. On a bien vu le cadre TIPAC qui est assez large, mais il y a aussi de nombreux cadres qui ont été relativement validés sur le plan théorique, ce qui n'est pas le cas pour le TIPAC, où il y a même une revue de littérature hein, sur différents instruments qui y sont associés. Et il y a aussi le TAM. Peut-être quelques mots sur le TAM ou cette idée-là de considérer des variables didactiques, c'est-à-dire que le Technology Acceptance Model qui a été élaboré à la fin des années 80 par Davis, puis qui a aussi évolué sur différents angles aussi, notamment par les travaux de Venkatesh, considère cette idée-là de variables externes. Et à ce moment-là, il y a deux dimensions importantes qui vont favoriser les intentions d'utilisation. Il y a entre autres la perception de l'utilité et la perception de la facilité d'utilisation. Fait que je pense qu'un modèle comme celui-là pourrait être assez intéressant, mais évidemment, il faut voir qu'est-ce qu'on veut comme intervention. Sinon, j'aime bien des cadres plus génériques qui sont utilisés juste pour une grille d'analyse implicite. Je fais ici allusion, entre autres, du modèle SAMR pour essayer d'explorer d'autres possibilités. Hein. Je parlais de fossilisation de pratiques pédagogiques, mais d'essayer d'aller voir plus loin. Le problème que j'ai, c'est que ça ne veut pas dire si on fait une utilisation où on n'a qu'une valeur ajoutée sur une pratique déjà existante, c'est pas bon, là. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi finalement d'autres modèles comme, entre autres, les caractéristiques d'une innovation qui offrent une grille intéressante pour analyser l'intervention qu'on va faire aussi sur le terrain. Donc, je m'arrête ici, là, mais il y a évidemment de nombreux outils. Puis je pense que l'idée, c'est de recourir à un outil pour pouvoir mieux analyser la situation en question qu'on veut potentiellement changer. Hein.